lac est immuable. Les tempêtes y sont brèves et violentes, puis tout redevient lisse. Mais ce calme est trompeur. Sous son air impassible, le Burundi est bouleversé. L'exode a recommencé, l'exil à nouveau. La fuite est perdue. Le Burundi n'est plus qu'un immense camp de réfugiés où tout le monde se méfie de tout le monde. Le face-à-face du président et de la vieille dame. Un dialogue quotidien au Burundi. Partout, les mêmes récits d'horreur et d'injustice. Le président écoute, les militaires observent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on nous avait dit la paix est revenue au Burundi. Mes enfants étaient réfugiés au Zaïre. Alors quand on nous a dit la paix est revenue, ils sont revenus eux aussi. Maintenant, ce sont des cadavres. Ce sont des cadavres. Mes deux fils et mon frère ont été tués. Je voudrais que vous m'aidiez à enterrer mes morts. Ce sont mes enfants. Qu'on me rende leur corps, que je puisse leur donner une sépulture décente. Jusqu'à présent, personne n'a pu m'aider. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous demande de me soutenir et que la paix soit avec vous. Le président, Sylvestre Ntibantunganya, est comme tous les Burundais, il n'arrête pas de se déplacer. Mais lui, ce n'est pas pour fuir, c'est pour arrêter l'exode. Il va partout où la violence a chassé les gens de chez eux. Il essaie de les rassurer, de les convaincre de rentrer chez eux. Je vous promets une enquête. Je demande au chef d'état-major général d'éclaircir cette affaire. Dans quelles circonstances ces gens ont été tués? Je vous demande de rester vigilants. Je comprends, je partage la douleur de cette dame. Mais ce n'est pas une raison pour que les gens restent perpétuellement en exil. Ce jour-là, le président est à Kamenge, un quartier de Bujumbura qui a vécu en état de siège pendant des semaines. Les habitants, des Hutus pour la plupart, ont fui. Ceux-ci sont les premiers à être revenus, tenaillés par la peur. Il est grand temps que les Burundais se pardonnent, qu'ils ne restent pas prisonniers du passé, qu'ils se tournent vers l'avenir. Partout, le président se déplace sous bonne escorte militaire. L'armée est l'énigme du Burundi. Elle protège le président Ntibantunganya, mais personne n'oublie que ce sont des militaires qui ont tué le président Ndadaye. Un cimetière improvisé, au bord de la route. C'est une vraie bataille qui a eu lieu à Kamenge. Elle a duré des semaines. D'un côté, une poignée de francs-tireurs, des Hutus, décidés à en découdre avec l'armée. De l'autre, les militaires, chargés de désarmer la population.
Autour de Kamenge, de petites milices Tutsis guettant leur proie. Au milieu, une population prise au piège. La bataille a fait des centaines de victimes encore éparpillées. Kamenge était le quartier le plus joyeux de Bujumbura. Aujourd'hui, la vie reprend parmi les morts, au milieu des ruines. Voilà. Voilà le chien. Voilà le chien. Kuna mwingine kwa hapa? Mwingine yuko hapo. Unamwona? Kama mwingine hapa, yeye kama unagusia kwa hapo. Mbona mwingine batoka watu wawili mwingine? Bata. Ici, il y a des chambres, des personnes. Là-bas, dans le salon, il y a une personne. Et ici, dedans, il y en a une personne. Et ces gens ont été tués comment, à votre avis? Par le soldat qui vient dedans à la maison. Il vient à la maison pour chercher le fusil. Mais s'il ne trouve pas le fusil, il faut prendre baïonnette pour tuer les gens. Dans la maison. C'est des voisins à vous? Oui, oui, oui. Et on fait rien, on ne les enterre pas. Qui? Non. Pourquoi ces gens-là sont restés? Donc ces gens-là sont restés parce que ce sont des vieux. Il y avait des vieux mamans et des enfants qui n'ont pas eu le courage de sortir parce qu'il y avait des tirs. Là-bas on tirait, ici aussi on des tirs, partout. Alors je crois que c'est ça la raison. Mais avec des baïonnettes, on casse la porte comme ça. Même l'autre tire avec des cordes, L'autre tire avec des cordes. On voyait des blindés, les blindés circulaient dans le quartier. Au-dessus des blindés, il y avait installé des mitraillettes. Personne n'osait de sortir. Quelqu'un qui sortait, on tirait sur lui, sans lui demander. Puisque tout le quartier Kamenge était quadrillé par les militaires et les blindés. Et maintenant c'est fini? Maintenant, partout vous avez vu, il y a toujours les militaires. On nous dit que les militaires ont quitté. Mais quand vous arrivez là, à l'église de Pentecôte, il y a presque tout un bataillon d'un militaire. Les militaires aussi brûlent les maisons des gens. Et oui, les militaires incendient aussi les maisons. On va vous montrer les maisons qui ont été incendiées par les grenades. On a mis, partout, même dans la route, vous verrez les douilles des cartouches, des blindés. Et pourquoi vous êtes revenu alors? Pourquoi vous êtes revenu dans vos maisons? On est revenu parce que le président a lancé un appel aux gens de revenir. Mais certains reviennent, d'autres quittent. Vous avez vu le président qui est venu à Kamenge? Oui, le président est venu à Kamenge. Même avant, puis quand il dit on a confiance, mais à les militaires. Puisque la plupart de la population n'a pas confiance avec les militaires. Tout a brûlé. Ça doit être les militaires qui ont fait ça. Venez voir ce qu'ils ont fait. Ils ont tout brûlé. Il y avait des lits, des fauteuils, une radio, toutes sortes de choses. Beaucoup de gens s'étaient réfugiés ici quand les blindés sont arrivés, mais ils ont eu le temps de fuir.
Une arrière-cour comme il y en a des milliers à Kamenge. Un homme et une femme viennent de rentrer. Ils retrouvent leur maison pillée et quelques voisines. Je crois que les gens qui ont pu rester ici, on les a massacrés. Même le mari de cette dame-ci a été massacré là au marché. C'était hier qu'on l'a enterré. Et maintenant que les gens reviennent à Kamenge, est-ce que vous n'avez pas peur que les problèmes recommencent? Non, nous souhaitons que tout le monde revienne. Pour revivre ensemble, il n'y a pas de problème. Il faut que tous les réfugiés rentrent parce qu'il n'y a rien qui nous oppose. Ce que je voulais savoir, en fait, est-ce que vous aviez des voisins Tutsis ici à Kamenge? Des voisins. Il y a des Aïrois, des Rwandais, des Tanzaniens, tout ça. Et des Tutsis? Oui. Des Tutsis? Oui, et même des Tutsis. Oui. Et ils sont encore là? Même dans cette parcelle, il y en a des Tutsis ici. Qui vivent ici chez nous. Oui. Et il n'y a jamais eu de problème? Les Tutsis qui vivent ici? Non, non. Cette arrière-cour est à l'image du Burundi. Hutus et Tutsis mélangés, voués à la cohabitation. Ce pays, comme sa population, est inextricable. Et il y a sans doute autant de connivence que de méfiance entre Hutus et Tutsis. Mais quelque chose a changé au Burundi. La population Hutu a cessé d'être passive. Elle se rebiffe, elle n'hésite plus à défier les militaires. Et l'armée, toute puissante, s'en trouve un peu désemparée. Cet attroupement, au bord de la route de Kamenge, est un véritable événement. Un médecin militaire est en train de soigner la population. Ça arrive souvent que l'armée envoie des médecins pour soigner la population? Probablement la toute première fois. Probablement la toute première fois. Mais au moins, je vois qu'il y a un secours. Mais il y a quand même une surprise. C'est de savoir qui sont ces blessés, par qui ont été blessés. Et alors la suite, je me pose des questions. Il y a eu beaucoup de blessés ici, non? Pas seulement des blessés, mais des morts. Et ces morts, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de morts tout d'un coup ici? Ça me surprendrait que je dise que ces morts proviennent de tel endroit et de tel endroit, mais tout ce que l'on sait, c'est que ce sont des morts par balles, des morts par des coups de baïonnette. C'est l'armée. Je ne voudrais pas vraiment dire que c'est l'armée. Mais il serait surprenant que ce ne soit pas l'armée. Voilà. Mais elle soigne aussi, alors? Ben oui, une armée qui soigne. Et qui tue aussi. Dites-moi ce qui s'est passé. Il s'est passé ceci que des gens armés, c'était de Kamenge. Alors on veut combattre l'armée. Alors le problème c'est qu'ils prenaient la population comme bouclier. Alors, maintenant ils se sont déplacés sur les hauteurs, ils sont toujours là. On les pourchasse. Vous continuez à les pourchasser, là, les maquisards? Oui. Mais
Alors vous avez tué quand même beaucoup de gens qui n'y étaient pour rien, qui n'avaient pas d'armes. C'est ça. Qui a tué? Mais, enfin, quand je dis vous, je veux dire l'armée, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ouais, pour chasser les malfaiteurs. Mais vous avez dit qu'ils utilisaient la population comme bouclier, ça veut dire que... Oui, c'est ça. S'ils n'utilisaient pas la population comme bouclier, on aurait déjà terminé. Militaires ou civils, Hutus ou Tutsis, francs-tireurs ou paysans, plus personne n'est en sécurité au Burundi. Le danger est partout parce que l'impunité est partout. Sur les routes du Nord, vers le Rwanda, tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. La vie se joue à pile ou face. Qu'est-ce qu'on fait? Sauvée par le hasard d'un reportage. Cette famille a fui la guerre du Rwanda. Elle vient de se faire attaquer au Burundi. Leurs agresseurs en voulaient sans doute à leur maigre bien. Quelques vêtements, un colis de la Croix-Rouge. Tout est relatif dans ces régions. Un réfugié, aussi démuni soit-il, peut être mieux loti qu'un paysan du coin. Nous ramenons toute la famille au camp de réfugiés dont elle s'était échappée quelques heures auparavant pour des raisons obscures. Un camp tout neuf, dressé en quelques heures pour accueillir des rescapés du Rwanda, des Tutsis pour la plupart. La vie, invincible, qui reprend le dessus. La solidarité, la débrouillardise. Le refus de la fatalité. C'est l'autre face du problème du Burundi comme du Rwanda. L'agression au bord de la route était comme un raccourci brutal des problèmes des deux pays. Entre Hutus et Tutsis, au fond, il n'y a pas grande différence. Tantôt agresseurs, tantôt agressés, les uns et les autres sont victimes des luttes de pouvoir qui les dépassent. En attendant, c'est une sorte d'apartheid qui s'insinue partout au Burundi. Hutus d'un côté, Tutsis de l'autre. Presque tous les réfugiés venus du Rwanda sont regroupés séparément selon qu'ils sont Hutus ou Tutsis. Même chose pour les réfugiés de l'intérieur, les Burundais chassés de chez eux par la guerre civile. On ne peut pas faire 20 km dans ce pays sans tomber sur un camp de réfugiés ou de déplacés. Voilà. Antega, par exemple, tout au nord. Sur cette colline, 20 000 Hutus errants. Des Burundais qui avaient fui au Rwanda il y a 6 mois et qui viennent de repasser précipitamment la frontière. Mais ils n'osent pas rentrer chez eux. Ils ont peur de se faire massacrer en cours de route par des militaires ou par une milice Tutsi. Est-ce que vous pouvez encore vous entendre avec les Tutsis? Est-ce vraiment possible? C'est possible si vous nous aidez à nous entendre avec eux. En ce qui nous concerne, nous n'avons rien à nous reprocher. Ce sont eux qui ne veulent pas de nous, ce sont eux qui nous rejettent.
Mais nous voulons bien vivre ensemble avec eux. À quelques kilomètres de là, d'autres réfugiés de l'intérieur, mais des Tutsis ceux-là, regroupés dans une école sous bonne garde militaire. C'est ainsi que le Burundi peu à peu s'installe dans le provisoire, avec la peur au ventre. Les Tutsis, eux aussi, ont peur. Et leur discours ressemble étrangement à celui des Hutus. Mais vous allez tout de même rentrer chez vous un jour, et reconstruire vos maisons, et recommencer à vivre avec vos voisins Hutus. Oui, sans doute. Mais jusqu'ici, ce sont eux qui ne veulent pas de nous. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse se réunir, qu'on discute et qu'on arrive à des accords. Qu'on fasse la différence entre le bien et le mal. Si on trouve un terrain d'entente, la paix reviendra. Je vais vous expliquer le fond du problème. Les Hutus disent que ceux qui ont tué le président étaient des militaires, que les militaires sont des Tutsis et donc que ce sont nos frères. C'est chaque fois comme ça. Quand il y a un malheur à Bujumbura, ils se vengent sur les Tutsis de la campagne. Ils nous tuent en disant que nous sommes les frères des militaires assassins. Des Tutsis comme cela, il y en a aux quatre coins du Burundi. Regroupés sous la protection de l'armée, réfugiés à quelques mètres de chez eux. Depuis l'assassinat du président Ndadaye, il y a 7 mois, tout est à refaire. Et l'armée est un enjeu capital. Les Hutus perçoivent l'armée comme une menace, les Tutsis comme une sauvegarde. Les uns et les autres sont donc d'accord sur un point, l'armée n'est pas neutre. Elle n'est pas une armée nationale. Et ce n'est pas un problème de composition ethnique, c'est un problème de comportement. Les militaires eux-mêmes commencent à s'en rendre compte. Il y a des gens qui continuent à diaboliser les forces de l'ordre, comme quoi ils sont venus tuer, massacrer des gens innocents, alors que c'est faux. Ici, il n'y a pas eu la moindre bavure militaire ici. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a eu des bavures quand même, ça vous le savez. Là, je ne peux pas décrire, puisque moi, je suis responsable de ce détachement. Peut-être c'est peut-être qu'ailleurs, il pourrait y avoir l'un ou l'autre qui aurait commis des bavures. Ah, je n'explique pas. Et vous pensez qu'il faudrait, quand il y a des bavures chez les militaires, il faudrait qu'on trouve les coupables et qu'on les punisse. Oui. Alors vous savez qu'il y a des gens qui disent aussi que l'armée est monoethnique. Enfin, ils ne disent pas que c'est tout. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir, par exemple, ici, autour de nous, s'il y a des Hutus et des Tutsis, et peut-être... Je ne saurais pas vous dire le nombre, mais je sais qu'ici, dans mon détachement, il y a des Hutus comme des Tutsis. Seulement, je ne saurais pas vous dire un nombre exact, puisque chez nous, il n'y a pas de recensement dans ce genre. Oui. Mais si je vous pose personnellement la question, vous par exemple, vous êtes... Moi? Oui. Moi, Tutsi. Non, je suis Tutsi. Mais il y a des Hutus. Vous êtes Hutu, Tutsi? Je suis Tutsi. Et il faut le reconnaître, il n'y a pas de discrimination à l'armée. Oui, l'entrée, on passe en test. Celui qui réussit, peu importe son ethnie, on le retient. C'est comme ça qu'on fait. Et vous pensez aussi que ce serait pas mal qu'il y ait plus de Hutus dans l'armée? Ce serait plus facile de la faire admettre comme une armée nationale, je dirais. Qu'il y ait plus de Hutus, de Tutsis. Surtout, il faut viser la compétence, l'intégrité de la personne. Un Hutu, un Tutsi, s'ils ne sont pas mal intentionnés, c'est bon. Il faut défendre tout le pays, tout citoyen, sans considérer son ethnie. C'est ce que je pense.
Kanura, kanura, burake, kaze, kaze, muri frodehu, umugambi sawai, uharanira demokrasi. Dans les collines autour de Bujumbura, l'armée ne se contente pas de rester l'arme au pied, à attendre d'hypothétiques maquisards. Nous sommes ici, à Bouissalé. Cette foule s'est rassemblée pour écouter le président. Les gens sont traumatisés. Hier, l'armée était en opération dans les collines. Elle recherchait des armes et des francs-tireurs, et elle n'a pas fait le détail. Comme à chaque opération, le bilan a été lourd. Des dizaines de morts, par balles et par grenades. Et comme il en a pris l'habitude, le président s'est précipité pour calmer les esprits. Il parle sous les portraits de deux illustres prédécesseurs, le président Ndadaye et le prince Rwagasore, tous deux assassinés. Les armes à feu, les fusils, les canons, les grenades ne sont pas les seuls moyens de ramener la paix et de maintenir l'ordre. Nous voulons aussi que ceux qui font de l'épuration ethnique, que ceux qui tuent, qui brûlent et qui pillent soient mis hors d'état de nuire. Aucun citoyen du Burundi ne peut tolérer que ces criminels continuent impunément à terroriser la population. Nous ne voulons plus de ces gens qui salissent notre pays, qu'on appelait naguère le pays du lait et du miel. Les civils, comme les militaires, les hommes, comme les femmes, tous les Burundais désormais doivent respecter la loi. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne voulons plus que l'homme soit un loup pour l'homme. Nous ne voulons plus qu'il y ait dans ce pays des intouchables ni des parias. Un discours sur le fil du rasoir. À chaque apparition, le président fait un numéro d'équilibriste. Il refuse les idées trop simples. Pour lui, tous les paysans du Burundi ne sont pas des petits saints et tous les militaires ne sont pas des bourreaux. Quand il va sur le terrain, c'est pour confronter les uns et les autres, pour les obliger à se parler, à se dire quelques vérités. Il n'y a pas la paix à cause des militaires. Ils font de mauvaises actions, on les voit passer le matin, et le soir, quand ils reviennent, ils tuent les passants. Ils vont même jusque dans les marais pour nous tuer. On m'a dit que vous avez tiré sur des militaires. Qu'ils viennent le dire ici, s'ils osent. Après ce qu'ils ont fait hier, qu'ils viennent le dire s'ils ont trouvé une seule balle sur les gens, qu'ils ont fouillé, ou même s'ils ont reçu une seule pierre, qu'ils osent le dire. En tout cas, moi, si je mens, j'accepte d'être tué sur place. Il faut appeler les militaires. Il faut répondre à la population. Allez chercher le chef d'état-major. Devoir s'expliquer devant des paysans, ce n'est pas l'exercice favori du chef d'état-major qui a toujours préféré l'ombre à la lumière. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir, arrêtez de dire qu'on n'a pas trouvé de fusil.
Moi-même, j'en ai saisi 2. 2 fusils dans ce coin-là. Et des grenades. Alors, hein, qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a un an, c'était l'élection miraculeuse du président Ndadaye. Le Burundi faisait un rêve démocratique. Le réveil a été terrible, mais d'une certaine manière, le rêve a continué. L'espoir n'est pas mort, Ndadaye est encore là, son effigie est partout. Sur la colline de Kibogoye, il y a une sorte de mémorial au président assassiné, farouchement entretenu par les paysans du coin. Le putsch avorté du mois d'octobre a fait un martyr du président Ndadaye, un héros national. Mais le crime est resté impuni. Tant que les assassins de Ndadaye seront en liberté, le Burundi ne sera pas en paix. Para que leva